Voilà, ici, donc, il est très important de comprendre toutes ces notions. Jusqu'à présent, je n'ai fait aucun calcul, mais quand on commencera les calculs, vous verrez qu'après, d'après toutes les définitions qui sont posées, les calculs seront plus faciles à faire. Ça obéira à une certaine logique, et on verra que c'est assez simple pour autant qu'on ait bien compris. Je veux dire, tout ce qui se fait ressortir, enfin, tout ce qui ressort des phénomènes hasardeux et sa mise en place, je veux dire, de conceptuel mathématique, en fait. Voilà. Donc, on a défini pas mal de choses. On a défini qu'est-ce qu'une expérience aléatoire, un phénomène aléatoire, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie. On a vu déjà la catégorie d'épreuve. Mais ici, je vais m'atteler, justement, cette vidéo aussi, à. On a vu aussi les conditions pour qu'une condition soit décrite comme un phénomène aléatoire, voire vidéo précédent. J'ai bien étalé ça, j'ai bien expliqué pour bien faire comprendre les choses. Mais maintenant, je vais m'étaler justement sur la catégorie de preuves, ou ce qu'on appelle univers, ou ensemble fondamental, ou encore espace d'échantillonnage. Donc, c'est tous des termes qui, je veux dire, c'est pour ça que parfois on peut se perdre en mathématiques, c'est que la terminologie peut être décrite de plusieurs manières possibles, et on peut se poser des questions sur certains termes alors qu'ils signifient la même chose que d'autres. Donc, je répète, catégorie d'épreuves, c'est la même chose que univers, ou ensemble fondamental, ou encore espace d'échantillonnage. Voilà. Donc la catégorie de preuve, on sait ce que c'est l'ensemble des résultats possibles. Voilà, l'ensemble des résultats possibles. Et on avait dit que certains définissaient les preuves. euh, voilà. Donc je répète, hein, certains définissaient les choses comme ceci. Un phénomène fortuit est une expérience qui donne lieu à plusieurs résultats dont on ne peut prédire donc à l'avance lequel se réalisera. Alors, chacun de ces résultats porte le nom d'épreuve du phénomène. Chacun de ces résultats porte le nom d'épreuve. Alors que, bon, moi j'avais défini autrement l'épreuve, j'avais dit que l'épreuve c'était. J'avais défini l'épreuve comme étant une règle de l'expérience aléatoire. Voilà, j'avais défini ça comme ça. Voilà. Alors, bon, certains définissent chacun des résultats porte le nom d'épreuve, et l'ensemble de toutes les épreuves d'un phénomène fortuit se nomme catégorie d'épreuves du phénomène, ou la note par, comme je l'ai dit, oméga ou E, ou encore, bon, catégorie d'épreuves CE. Bon, je prends un exemple. Maintenant, je vais voir les exemples. Ça, c'est pour les définitions étaient faites, elles ont été étalées. Bon, il y a des nuances dans les définitions d'une personne à l'autre, d'un bouquin à l'autre. Voilà. Donc, l'expérience aléatoire, par exemple, H1, qui est le jeu de dés. Et ça, je l'ai déjà vu dans l'expérience précédente. C'est mon exemple numéro 1, H1, jeu de dés. Alors, la catégorie d'épreuve que je vais appeler E, moi je vais l'appeler oméga pour. Je ne vais pas appeler catégorie d'épreuve, c'est E, ni E, mais je vais choisir la lettre grecque oméga. Voilà, pour, on va dire, l'espace fondamental ou encore l'espace d'échantillonnage. Donc, oméga va être égal à quoi? Quels sont les résultats de chacune des épreuves quand on jette un dé? Mais quand on jette un dé, ben, la règle c'est de jeter un dé. J'avais défini la règle de l'expérience aléatoire. Hein. C'était par exemple dans le cadre de jeu de dés, jeter un dé. Jeter un dé. Bon, l'épreuve qu'on pouvait avoir, c'est soit 1, 2, 3. Une épreuve, si je peux obtenir 4. Une épreuve, je peux obtenir 5. Une épreuve, je peux obtenir 6. Voilà, donc en fait, oméga est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et le nombre de cas possibles, ben, on a 6 cas possibles. Donc, le nombre de cas possibles, c'est le cardinal d'oméga, qui est égal à 6. Cardinal, c'est l'énumération du nombre d'éléments de, euh, de l'ensemble ici en extension. Il y a 6 éléments, donc c'est cardinal oméga égale 6. Donc j'ai 6 cas possibles, ce qu'on appelle cardinal d'oméga va donner les cas possibles, tous les cas possibles. Et en fait, les cas possibles, ils sont déterminés. Hein. Hein, je veux dire, et j'ai dit justement, c'est une des descriptions d'un phénomène aléatoire, il faut que les résultats soient connus. Et là, effectivement, ils sont connus. Voilà, parce que si on ne connaît pas, ben, à ce moment-là, c'est pas, si on ne connaît pas en sortie les résultats, c'est pas un phénomène aléatoire. Donc un phénomène aléatoire, une des conditions, c'est de connaître donc les résultats finaux. Et ici, on les connaît. Donc, comme on les connaît, ben, mathématiquement, on peut appréhender les choses pour faire des calculs avec. On verra comment. Voilà, mais pour l'instant, je n'ai fait aucune formule, aucun calcul. C'est juste des petites définitions et de mettre les choses en place pour comprendre. Voilà, si je prends une deuxième expérience aléatoire, le jeu de date d'anniversaire. Nous avons vu auparavant donc une expérience aléatoire qui était le jeu de date d'anniversaire.
Alors, bien sûr, ici, pour simplifier les choses, généralement, quand on fait de la programmation, enfin, quand on fait de la programmation, non, on tient compte des années bissextiles par une sous-routine, des sous-routines spécifiques qui décrivent les années bissextiles. On les calcule. Il y a une manière de calculer. Bon, mais ici, pour les mathématiques, ici, on va se simplifier les choses. Bon, on va faire abstraction ici des années bissextiles en considérant l'ensemble du calendrier. Donc, euh, le calendrier sera donc du 1er, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier jusqu'au 31 janvier. Et puis il y aura le 1er février, 2 février, 3 février. Voilà. Euh, donc on aura 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier jusqu'à fin janvier, 31 janvier. Et puis j'aurai 1er février, 2 février, 3 février, 4 février, etc. Puis j'aurai après, quand je passe par exemple le 28, j'aurai 1er mars, 2 mars, 3 mars, 4 mars, etc. jusque voilà. Et au bout du compte, tout ça, je peux créer une application, quand je dis application, c'est pas une application informatique, c'est tout simplement un lien où chacune des valeurs d'entrée possède sa valeur de sortie. Je l'ai vu dans les structures, euh, dans l'algèbre des structures. C'est créer une application, hein, voilà, qui est une fonction spécifique où tout est relié, où le domaine de définition est vide en fait. Le domaine de définition, c'est tout A, tout l'ensemble complet de départ. Voilà. Voilà. C'est ça une application. Donc il y a chaque fois une flèche qui part et qui arrive, je veux dire, à une finalité, voilà. On a un départ, une fin. Donc on a une origine, une extrémité. Une origine, une extrémité. Une origine, une extrémité. Voilà. Donc, je crée une application avec le 1er janvier, ce sera 1, 2 janvier 2, voilà, jusque 31, et puis après je fais 32, 33, etc. Et là, à ce moment, vous comprendrez qu'on aura jusque 365, la valeur 365, comme ça, j'ai chacune une valeur qui est distincte. Euh, J'aurai pas 31 janvier ni 31 mars, 31M, voilà, ils seront distincts par des nombres distincts que je vais de 1 à 365, qui sont le nombre de jours, en fait, que l'on a pendant une année, qu'on comptabilise à partir de la valeur 1 jusqu'à la fin de l'année qu'on a 365 jours, sans compter en faisant abstraction des années bissextiles. Donc ici la catégorie d'épreuves, donc ça c'est l'ensemble, euh, voilà, des dates d'anniversaire, et j'avais bien explicité qu'on ne regardait pas l'année. Effectivement, ici, je ne regarde pas l'année. J'avais expliqué avec les groupes et sous-groupes qu'on pouvait distinguer, que si on prenait la date avec l'année, bon, ça pouvait complexifier les choses, suivant le groupe qu'on avait. Ça, j'ai bien expliqué, j'ai pris du temps à expliquer ça. Mais ici, bon, on retire l'année, donc on regarde tout simplement le jour et le mois. Et donc, quelque part, si je fais une application, j'ai plus qu'une valeur. Voilà. Alors pour un convive, bon, vous comprendrez que l'univers, ben, il va de 1 à 365. Donc 1 compris à 300, c'est l'intervalle de 1 à 365. C'est un intervalle. Et 365 est compris, 1 est compris. Bon, je peux écrire 1, 2, 3 en extension ou par intervalle, hein, de 1 à 365. Voilà. Ou je peux aussi dire que oméga est égal à l'ensemble C. C'est toutes des écritures, je veux dire, voilà, identiques. Ou je peux encore dire c'est oméga est égal à 1, 2, 3 jusqu'à 365. Alors, ça c'est pour un convive. Mais maintenant, si je prends pour n convives, vous comprendrez que c'est produit cartésien de n convives. C'est une puissance cartésienne. C'est-à-dire que si j'ai deux convives, ce sera, je prends une date du premier convive qui est le 2, la date du deuxième convive qui est le 3. Si j'ai trois convives, ben, je prends la première date qui est le 1, ce serait le 1er janvier. L'autre, il serait 2, qui serait, si je prends 1, lui je pêche 1, lui je pêche 2 et lui je pêche 3. Je prends 3 convives. Voilà, je prends 3 convives. Mais les 3 convives, le premier, comme il est 1, il est né le 1er janvier. Comme lui, il est pêché avec le numéro 2, ben, ça veut dire qu'il est né le 2 janvier. Et lui, le troisième convive, il est pêché avec le. Voilà. Donc ici, j'ai pris 3 convives, donc ce serait C3. Ça veut dire que c'est C
fois C, c'est un produit cartésien, je prends dans l'ensemble C, puis encore une fois dans l'ensemble C, puis je repêche encore une fois dans l'ensemble C. Donc, plus pour n convives, ben, j'aurai C exposant n. Voilà, c'est puissance, c'est une puissance cartésienne. Puissance cartésienne. Voilà. Bon, alors maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, si je prends un troisième exemple, H3, si je prends par exemple comme expérience aléatoire dénombrement des accidents se produisant à Carrefour. Donc, dénombrement ou dénombrer Carrefour, accident, dénombrer ou dénombrement accident à un carrefour précis, hein, un carrefour donné. Un carrefour donné. Bon, ici, combien d'accidents que je peux avoir? Ben, la catégorie de preuve, oméga, ben, je peux avoir un accident, deux accidents, trois accidents, quatre accidents, 5 accidents, 6 accidents, 7 accidents, 8 accidents. Sur un laps de temps assez long, je peux avoir un accident. N qui est un nombre fini, bien sûr, hein, n appartenant au naturel, bien sûr, sauf 0. Si, je peux avoir 0. Je peux avoir 0 accident. 0 accident, 1 accident, 2 accidents, 3 accidents, jusqu'à n. Donc en fait, on a bien n qui appartient à n. Donc on a oméga, ben, on va dire, une infinité dénombrable de valeurs. Mais bon, généralement, on n'est pas encore à l'infini. Depuis qu'ils ont inventé les routes, il n'y a jamais eu on a déjà eu peut-être 150 accidents, 200, 300, déjà c'est des max. Le plus grand carrefour au monde. Enfin, le carrefour où il y a eu le plus d'accidents au monde, je me demande combien d'accidents. Si on a déjà compté 400 accidents, bon, c'est un petit nombre. Hein. 400, c'est un petit nombre. S'il y a eu 10 000 accidents, ce qui m'étonnerait, le carrefour le plus dangereux du monde, s'il a fait 10 000 accidents, ce qui m'étonnerait, ben on n'est qu'à 10 000. Hein. Bon, c'est un petit nombre, 10 000. Hein. Voilà. C'est un petit nombre par rapport à l'ensemble N, mais c'est un grand nombre d'accidents par rapport. Ce serait même grave d'avoir 10 000 accidents. À ce moment, s'il y a eu 10 000 accidents, c'est très grave. C'est qu'en fait, c'est les autorités locales n'ont pas fait en sorte de prendre des précautions pour essayer je veux dire, un point qu'on appelle très, très, un point noir, qui considérait, je dirais, une zone très grave accidentogène, eh bien que si après un certain nombre de, comment ce qu'on appelle ça, d'accidents, si on en atteint un certain nombre, il faut pouvoir remédier, et ça ce sont aux autorités locales de s'occuper je veux dire, d'aller voir pourquoi il y a ces accidents-là et comment modifier le carrefour pour éviter qu'il n'y ait plus ce type d'accident-là, soit en positionnant, soit un feu rouge, un rond-point. Généralement, il vaut mieux placer un rond-point qu'un feu rouge parce que les feux rouges sont accidentogènes, justement. Donc, un rond-point ou un pont où il n'y a pas de croisement, ou je veux dire un radar, voilà, une zone dangereuse avec des radars. Hein, enfin, mentionner une zone à risque d'être pris par un radar, donc une zone à risque. Voilà. Et donc, les autorités locales doivent prendre les décisions nécessaires pour éviter que s'il y a eu trop d'accidents, que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est rigolo. Enfin, c'est moins rigolo quand quelqu'un se retrouve à l'hôpital, c'est pas ça, suite à un accident, mais c'est rigolo qu'un accident, le plus grand carrefour du monde, enfin, le plus grand carrefour avec le plus d'accidents au monde, ben, ce serait rigolo pour le maire de la ville, parce que bon, ça voudrait dire qu'il ne prend pas des précautions nécessaires, il mérite même d'être viré, parce que bon, ça veut dire que bon, il fait pas son travail correctement pour faire en sorte que les choses ne se reproduisent plus. Voilà. Donc le plus grand, le carrefour où il y a eu le maximum d'accidents, je ne sais pas c'est combien, hein, au monde, peut-être que c'est 10, 15, peut-être 20, peut-être 30, 35, peut-être 40. Mais si on arrive à 40, là, le maire, il doit être viré de. Voilà. Il n'a pas pris les précautions d'usage pour ne pas éviter que ça se répète. Voilà. Si ça se répète continuellement, en fait, on peut se dire qu'il y a au niveau du maire une incompétence. Parce que le but du maire, c'est de répondre je veux dire, aux doléances et aux faits divers qui peuvent se produire s'ils sont tellement graves et répétitifs. Je veux dire, le maire doit intervenir lui-même en son nom en tant que responsable pour éviter que ça ne se reproduise plus.
Et si ça se reprend en cours, ben bon, il est fauté faussé, puisqu'il est responsable. Un responsable, c'est ce que c'est ça. Un responsable, c'est ça, c'est un responsable. Le responsable, bon, de tout ce qui peut se produire. Donc s'il est responsable, c'est le premier lui qui sera d'abord, je veux dire, responsable des faits, avant les autres. Bien que c'est les autres qui ont créé l'accident, mais lui, il devait faire en sorte de prendre en compte de changer le carrefour, par exemple. Voilà. Enfin, ça, on peut discuter de tout et de rien concernant, je veux dire, durant une zone accidentogène. Voilà, et ça, c'est pour les mathématiques, ça ne nous intéresse pas parce que, bon, nous, c'est la comptabilité. Et la comptabilité, par exemple, si je prends un autre événement que je vais appeler H4, qui est la mesure de la durée de vie d'une ampoule en nombre d'heures, hein, donc mesure ou mesurage ou mesurer, l'action est de mesurer la durée de vie d'une ampoule sortant d'un lot de fabrication précis. Voilà. Ça, c'est un phénomène aléatoire, avec toutes les règles y afférentes pour qu'elle soit qualifiée d'aléatoire. Voilà. Alors maintenant, la catégorie de preuve, mais ça peut être combien d'ampoules, la durée de vie d'une ampoule. Ben, si c'est en heures, ben, si je mets en heures, je peux mettre le temps en minutes, en heures ou en secondes, peu importe. Là, en ce moment, on a des nombres réels, mais ils seront positifs. Ça va commencer de 0 heure jusque, normalement, à l'infini, mais encore une fois, c'est comme les accidents de voiture, on ira jusqu'à un nombre, on aura une valeur n. Donc, on aura on aura pas une valeur 0, de 0 jusque n, voilà, je peux prendre n, et je peux dire que n appartient à R, voilà, et je dirais même plus à R+. Voilà, R+, sauf 0, parce que si je mets 0, je vais de 0 à 0, là c'est de, voilà. En tout état de cause, je peux dire que en heure, minute ou seconde, je peux prendre R+, mais là, l'espace, il est trop vaste. Hein. Bon, c'est l'infini, ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'à l'infini. L'infini, il faut savoir que, bon, j'aime pas d'en discuter, mais normalement, je peux pas mettre R+. Hein. Je peux pas mettre R+, parce que, bon, le nombre d'ampoules ne sera jamais infini, même durant toute une existence qu'on peut... Je veux dire, déjà, la création de l'ampoule jusqu'à la fin de l'univers, la fin de l'être humain ou de l'univers, ben, on n'arrivera jamais à une infinité d'ampoules, même en comptabilisant le nombre d'ampoules dans chacune des entreprises qui ont défailli, on ne trouvera jamais l'infini. On se retrouve un grand nombre, mais jamais l'infini. Parce que l'infini, c'est pas un nombre, c'est tellement immense qu'on ne sait même pas ce que c'est. Donc aller jusqu'à R+, ça m'étonnerait. Parce qu'ici, bon, là, on a sûrement un intervalle borné, mais jusqu'à une valeur infinie, en fait. Voilà, combien? Peut-être 1 milliard, 4000 milliards ou 4 fois 10 exposants. On pourrait avoir n borné jusqu'à 4 fois 10 exposants 844, 55, voilà. Un nombre très grand en exposants, mais bon, voilà, on aurait quand même une finitude. Bon, voilà. Donc ici, R+, ça voudrait dire jusque l'infini. Bon, ça m'étonnerait ça. Voilà, donc vous voyez, les mathématiques, bon, il y a des aberrations aussi. Et quand on parle d'infini, il commence à avoir beaucoup d'aberrations. Hein. Voilà. Alors, un autre exemple. Si je prends H5, un lancer ou un lancement, si je prends le verbe, l'action de lancer de fléchette sur, vous l'aurez compris, sur une cible 100 points. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une cible. Voilà, une cible, on lance des fléchettes. Bien là, c'est tous les points possibles et imaginables qu'on peut toucher. Et là, donc, on a un plan. Hein. C'est un plan circulaire. Enfin, un plan, non, ouais. C'est une surface. C'est pas un plan, je m'excuse. C'est une surface constituée de points très petits. Donc, en fait, là, on peut atteindre n'importe quel... on a un plan, on va dire... Enfin, c'est pas un plan.
c'est un ensemble de points sur une surface. Donc en fait, on va dire que c'est infini aussi. Bon, je n'aime pas ce terme infini, mais bon, voilà. Donc la catégorie d'épreuve, on va dire que c'est R, R+. Parce que bon, il n'y a pas de valeur négative, donc je considérais que c'est R+. Et je peux attribuer chaque fois une valeur à un point. Par exemple, en mettant un axe comme ceci, voilà, et en fonction, voilà, je peux attribuer un jeu en fonction d'axe x, y, et si j'obtiens une coordonnée bien précise, voilà, et là j'ai une infinité de coordonnées possibles. Si, pour autant que la flèche soit trop petite, pour autant que la flèche soit infinitésimale, mais bon, là encore une fois, c'est une discussion philosophique qu'on peut avoir sur l'infini ici. Hein. Voilà, donc quand on commence à discuter sur l'infini, bon, on commence à ne plus être dans le, je veux dire, dans l'infini, c'est l'infini. Quand on a l'infini en présence, ben, là, à ce moment-là, on commence à... On n'est plus dans les règles de l'art de la normalité, en fait. Hein, voilà. Qui dit que là-dedans, on a l'infini? Rien ne me dit, surtout si la pointe de la fléchette ne fait pas une infinité de valeurs, parce que s'il a une certaine valeur, je peux calculer la surface ici, divisé par le point de la fléchette. Là, j'aurai un nombre fini, hein, pas un nombre infini. Donc, il faut considérer l'hypothèse de la fléchette tellement petite qu'il peut avoir un point infinitésimal. Mais bon, c'est pour ça que je dis qu'il n'y aura jamais R+. Alors, il faudrait calculer la surface qu'on a, divisé par la surface de la pointe de la flèche, et là, on sait bien combien de valeurs qu'on peut avoir, et là, on saura exactement ce qu'on a. Voilà. Donc ici, en gros, si je considérais l'infini, bon, on va considérer l'infini, bon, que ce soit pour les ensembles, les groupes, enfin, l'espace d'échantillonnage, ou l'ensemble fondamental ou l'univers oméga, mais si je le considère comme des valeurs comme, enfin des ensembles comme R+, comme ici, dans ce cas-ci, enfin, quoique je n'ai pas R+, normalement je peux faire un calcul et voir que je n'ai pas R+, hein. Bon, on va être attribué des valeurs hein, de coordonnées x, y, qui peuvent être même négatives si je le place au centre. Hein. Donc ici ce serait plutôt R, parce que si elle tombe ici, j'ai un x négatif et un y négatif. Voilà. S'il tombe ici, cadran 1, un x positif et un y positif. Voilà. Donc, dans ces divers exemples, je viens de rencontrer donc, des espaces d'échantillonnage finis, infinis, des infinis dénombrables, une partie de R, comme R exposant une puissance hein, cartésienne, ou R tout entier, infini non dénombrable. Donc ici, bon, ce que j'appelle un ensemble fini, je considère qu'il est fini s'il est vide, si c'est un ensemble vide, ou s'il contient n éléments, n étant un entier, je veux dire positif. Dans le cas contraire, bon, si c'est pas le cas, il est infini. Voilà, bon, qu'est-ce que c'est que l'infini? J'en sais pas plus. Bon, un ensemble est dénombrable s'il est d'abord fini, ou si on peut ranger ces éléments sous la forme d'une suite. Dans ce dernier cas, il est infini dénombrable. Dans le cas contraire, il est, on va dire, non dénombrable. Voilà. Et ça, c'est la remarque sur l'infinitude, le dénombrement et l'infinitude. Ça, c'est juste une remarque. Hein. Donc, ça veut dire que oméga peut prendre n'importe quel type d'ensemble, que ce soit fini, dénombrable, indénombrable, ou une partie, ou comment est-ce qu'on appelle ça? C'est peut-être des intervalles. Voilà, ça peut tout prendre, des intervalles. Voilà, des ensembles complets, des ensembles d'entiers, de réels, des ensembles infinis. Voilà. Et donc ici, sur 5 cas de figure, ben, j'ai vu les événements ainsi que leur catégorie de preuve ou leur univers oméga. Et c'est ça, oméga est la catégorie de preuve. Voilà, je vous remercie beaucoup.